Voilà, nous allons maintenant passer à la discussion. Giacomo, you stay here. Donc, je vais appeler les 3 intervenants et je vous informe déjà qu'à la fin de cette discussion, on vous demandera de rester un tout petit temps. Anouk Amestoy aura quelque chose d'important à vous dire. Voilà, donc on a eu 3 belles interventions de haut niveau et j'espère que ça vous a mis en ébullition, le cerveau en ébullition et que vous allez avoir beaucoup de questions à poser. Alors, qui se lance? René. Moi, j'ai une question pour... C'est René Cassou. J'ai une question pour Anna. Donc, tu as montré qu'il y avait des variations interindividuelles, mais est-ce qu'il y a des variations aussi intra-individuelles? Merci René pour la question. Oui, en fait, c'est le prochain chapitre. Non, ce qu'on a montré, ce qui nous mène en fait à pouvoir soulever cette notion de signature, c'est justement que d'après les données qu'on a pu avoir, il y a vraiment une stabilité intra-individuelle dans ce comportement de regard, à la fois dans le développement typique, comme j'ai pu montrer, et chez des personnes avec autisme, que je n'ai pas montré. Et pourquoi on a fait ça? En fait, juste pour un petit peu de contexte, on préparait justement un paradigme, un eye tracking, des mesures pour appliquer dans un protocole d'intervention avec la TMS dont je vous ai déjà parlé. Et il fallait justement qu'on puisse avoir cette information, c'est-à-dire est-ce que les mesures qu'on fait de la perception sociale, elles sont stables dans le temps ou elles sont variables? Parce que si elles sont variables, si on fait une intervention et qu'on fait des mesures avant et après, on ne peut pas dire si des changements qu'on observe sont dus à l'intervention ou sont dus à la fluctuation du comportement. Et c'est ça qui nous a amené à faire cette étude sur la stabilité du regard, qui a montré justement, en tout cas les données qu'on a actuellement, qu'il y a cette stabilité, donc très peu de variations intra-individuelles, avec une grande variabilité inter-individuelle. J'ai une deuxième question. Donc, il y a cette variation du regard, c'est un biomarqueur de l'interaction sociale. Est-ce que ça se traduit dans le comportement, par exemple au score de la DOS? Est-ce qu'il y a une corrélation très bonne ou est-ce que c'est moyen? Dans le cadre de l'autisme, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on découpe un peu des comportements, mais est-ce que ça se généralise? Est-ce que ça s'exprime de façon plus globale? Dans le cadre de l'autisme, il a déjà été montré et remontré et reproduit que ces comportements de regard social, il est corrélé avec les scores de sévérité de la DOS. C'est-à-dire que plus on a ce comportement de regard social, de regard vers les stimuli sociaux, plus on a ce comportement diminué ou dysfonctionnel, plus sévères sont les symptômes de l'autisme. Dans le cadre du développement typique, on a cherché, donc on a essayé de faire une corrélation avec donc ce comportement du regard social et à l'époque le IQ, donc l'Autism Quotient Scale. On n'a pas trouvé de corrélation. Donc je pense que le lien, il est peut-être moins direct, avec plus de facteurs dans le développement typique en tout cas, qui vont intervenir entre ce comportement premier de regard social et le comportement social plus global. Donc nous on n'a pas cette corrélation. Mais je poursuis un peu sur la discussion que René a lancée avec toi, Anna. Donc en fait, ce que tu as montré, c'est une belle image finalement de la neurodiversité et donc de tous ces problèmes qui sont liés avec qu'est-ce qui est spécifique dans l'autisme, qu'est-ce qui est différent, le lien avec le recouvrement avec notamment une forme de variabilité des comportements et des fonctionnements humains. Ça reflète ce qu'on voit en clinique, mais ça ne nous aide pas forcément beaucoup, nous, les cliniciens et les diagnostiqueurs notamment. Et c'est en fait assez parallèle à ce qu'on observe sur le plan clinique quand on remplit des grilles qui simplement quantifient les caractéristiques autistiques, par exemple.
Est-ce que tu as par exemple un groupe contrôle avec d'autres conditions neurodéveloppementales? Quand on voit les images, on se dit par exemple que les enfants qui ont un TDAH, ils doivent avoir des difficultés à maintenir leur attention sur le visage et ainsi de suite. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que la question du diagnostic différentiel, elle préoccupe tout le monde. Et non, pour l'instant, on n'a pas ce groupe contrôle. On m'a déjà demandé ça il y a 2 ans et on n'a pas eu l'occasion de développer, notamment avec des enfants, par exemple, qui ont TDAH ou qui ont des troubles de la communication sans autisme. Ce qu'on sait par rapport au TDAH, c'est que le pattern de regard, en eye tracking, il va être impacté, mais ce n'est pas forcément spécifique des stimuli qui ont un contenu social, contrairement à l'autisme. Par contre, dans ce sens-là, ce qu'on est en train de développer, et ça va justement dans le sens que tu dis de diagnostic différentiel et difficultés qu'on peut avoir, on est en train de mettre en place avec Hélène Vulser une étude chez les femmes avec autisme, et justement qui viennent en consultation pour un diagnostic qui n'est pas retenu, mais qui ont d'autres difficultés, d'autres problématiques. Donc, c'est prévu de l'imagerie, c'est prévu des échelles, mais c'est aussi prévu l'eye tracking pour essayer de voir justement si on arrive à identifier des patterns qui seraient déjà spécifiques des femmes, parce que c'est vrai qu'il y a il n'y a pas beaucoup d'études ou pas beaucoup de données spécifiques chez les femmes, et aussi si on arrive à identifier des patterns intermédiaires qui pourraient aider justement les diagnostics différentiels qui peuvent, dans ces cas des femmes adultes, être un peu compliqués. D'autres questions pour les autres intervenants, s'il vous plaît? Vous répartissez un peu les questions. Bonjour, alors moi j'avais une question pour le docteur Dressant. Alors je vous remercie beaucoup pour votre intervention, en particulier le message final qui fait le lien également avec les autres représentations sur l'importance de dépister le plus précocement possible ces enfants de manière à ce qu'ils soient pris en charge le plus précocement possible. Alors, il se trouve que justement au CHU de Montpellier, on est en train de monter une cohorte avec des femmes enceintes qui ont déjà eu un enfant autiste, puisqu'on s'attend à ce que, étant donné les facteurs de risque génétique, on a à peu près 20% des enfants de ces femmes enceintes qui développeront également un trouble autistique. Et on espère justement améliorer les connaissances pour dépister le plus précocement possible, trouver les facteurs de risque, prédire le plus précocement possible la survenue d'autisme chez ces enfants-là. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Ma question portait sur les perturbateurs endocriniens, parce que donc, effectivement, vous avez expliqué qu'on étudie beaucoup ces perturbateurs endocriniens dans le cadre de la relation avec l'autisme. Mais je voulais savoir, vu qu'on parle de perturbateurs endocriniens, on parle de quelles hormones seraient impliquées justement dans cette relation? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente et je sais que la cohorte Marianne, évidemment, a un gros focus là-dessus. Ils sont appelés perturbateurs endocriniens, enfin, je ne vous apprends rien, mais c'est plus pour la réponse globale, parce que la première chose qui a été démontrée, c'est qu'ils perturbaient des fonctions endocriniennes, notamment l'axe hypothalamo-hypophysaire et glande surrénalienne. Et donc, quelque part, c'était assez loin entre guillemets, loin du cerveau, parce que les endocrinologues ne parlent pas forcément aux neurologues et vice-versa. Néanmoins, on sait maintenant que tout ce qui est inflammation, stress, etc., ça soulève ça évoque des choses. Les hormones du stress, l'inflammation, etc., tout ça se parle. Donc quelque part, et ça parle au cerveau, un peu comme le microbiote, qui probablement a des intermédiaires dans tout cela. D'ailleurs, quand vous êtes stressé, votre estomac, votre tube digestif va pas bien, et quelque part, vous n'êtes pas bien dans votre tête. C'est pas purement imaginatif, c'est vraiment un lien réel. Et donc je pense qu'effectivement, les perturbateurs dits endocriniens sont aussi des potentiels perturbateurs du développement cérébral, en particulier via les hormones du stress, mais probablement aussi via d'autres choses, parce que si une molécule est capable de perturber les hormones, elle doit aussi pouvoir perturber les neurotransmetteurs, etc., parce qu'il y a beaucoup de choses communes. Voilà. C'est une réponse un peu vague, parce qu'on ne sait pas trop. Beaucoup d'articles, beaucoup de recherches se focalisent totalement sur le système endocrinien, beaucoup moins, mais ça commence sur le cerveau. Et je pense que la cohorte Marianne va certainement apporter des lumières là-dessus. Moi, je vais poser une question à Giacomo.
On a vu apparaître des publications sur des grands groupes sur l'intervention précoce et où les conclusions c'était finalement il n'y a pas d'effet très important. Et donc il y a certaines personnes en France qui se sont emparées de ce type de publication en disant bon oui mais c'est pas la peine, ça ne marche pas. Et donc dans votre exposé, vous avez bien montré qu'il y a des différences de réponses qui sont liées à différents facteurs. Comment est-ce qu'on pourrait argumenter pour que ces gens qui, à la limite, vont s'insurger en disant on met beaucoup de moyens pour l'intervention précoce et ça n'est pas efficace, qu'est-ce qu'on peut leur dire, un message qu'on pourrait leur envoyer pour qu'on continue à faire des études sur l'intervention précoce et surtout qu'on se préoccupe des sous-groupes? C'est vrai que tous les enfants ne répondent pas bien non plus à telle ou telle approche, ce que vous avez bien montré. Merci pour cette question, parce qu'une des réponses, c'est la mesure, la manière dont on mesure en fait les effets de l'intervention. Ça ne capture pas les changements qui sont quand même très importants pour changer la trajectoire. Une chose, par exemple, c'est s'approcher des autres enfants d'une manière qui ne leur fait pas peur, par exemple. Ça, c'est un petit exemple. Ou toucher quelqu'un sur l'épaule pour demander leur attention. Plutôt que de, par exemple, d'être très frustré, crier parce que la personne ne vous prête pas attention. Ça, c'est des choses qui peuvent changer la vie d'un enfant, parce que les autres individus autour d'eux seront un peu plus enclins à interagir avec eux. C'est des petites choses qui peuvent être vraiment des motifs de changement de trajectoire, mais on ne les perçoit pas forcément par rapport à d'autres critères de outcome. Et la question aussi, c'est qu'est-ce que l'intervention est censée obtenir? Et je pense qu'il y a beaucoup de débats sur la question de l'autisme par rapport à ces interventions, sur le fait que c'est censé changer ça et ça et ça en termes de outcome, et puis l'enfant devrait être plus souple, plus sociable, plus communicatif. Mais il y a beaucoup de outcomes différents et en fait, il faut que l'on soit clair sur la question quand on fait entrer un enfant dans un programme d'intervention, qu'est-ce qu'on cherche? Et parfois, les mesures sont très génériques. On regarde des choses qui sont pas subtiles, qui sont pas assez subtiles. L'autre chose, c'est que ce qu'on regarde, c'est que le résultat qu'on cherche ou qu'on regarde, c'est le changement moyen par rapport à un autre groupe. Et en fait, de plus en plus, les enfants dans ce qu'on appelle les groupes contrôle reçoivent aussi une intervention qui peut être souvent une bonne intervention. Et quand on voit une intervention qui avait autrefois un effet et puis qu'on réplique de cette intervention et qu'elle n'a plus d'effet, en fait, c'est que le groupe contrôle s'est aussi amélioré et que en fait, ça veut dire que le treatment as usual, c'est-à-dire on fait comme d'hab, ça s'est amélioré. Et en fait, ça c'est des bonnes nouvelles. C'est pas des mauvaises nouvelles. Et l'autre composante de cette question, c'est que qu'est-ce que ça veut dire pour un individu, si moi je suis un utilisateur final, de savoir, moi ce qui m'intéresse plus, c'est quoi la probabilité que mon enfant va apprendre ou alors s'avancer, et quelle compétence est importante pour moi, plutôt que quel est le changement moyen ou médian chez 50 enfants ou c'est pas que ça ne sert à rien, mais ça peut devenir inutile si en fait tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les statistiques sans qu'on pense aux différences individuelles et sans qu'on se dise qu'est-ce qui se passe au niveau du groupe contrôle. Anouka Mestoy,
Merci pour ces excellents topos et merci pour les pistes, les pistes qu'il nous faut explorer, nous encore en France, autour de l'intervention précoce. Alors, je manipule aussi beaucoup l'eye tracking à Bordeaux sur des aspects plutôt diagnostiques encore en France. Vous savez que c'est plutôt encore un outil qui est utilisé dans ce cadre-là. Alors, on entend beaucoup parler de l'eye tracking sur les tout petits dans le cadre du repérage. Ce qui est très intéressant, et c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps, c'est que votre utilisation à vous permet de sortir de la case diagnostique et d'être sur du profilage d'enfants qui finalement correspond à des façons d'apprendre et des façons de se comporter socialement différentes qui peuvent être partagées autant chez les personnes, chez les enfants autistes que les enfants non autistes. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez, vous, j'ai cru comprendre que les enfants que vous avez à Philadelphie sont entre 6 et 8 ans. J'en ai déduit que c'était des enfants qui étaient rentrés entre guillemets dans la zone de comorbidité des TSA. Est-ce que vous les suivez aussi sur le longitudinal pour voir justement sur ces différents profils? Est-ce qu'on n'est pas en train aussi de capturer entre guillemets ces TND qui se surajoutent là chez ces enfants plus vite grandissent? Donc ça c'est ma première question. Est-ce que vous avez des études longitudinales de ce profil de ces enfants-là? Et j'ai une deuxième qui est un peu associée. Est-ce que vous avez aussi des projets d'intégrer vous là dans votre équipe un profilage très précoce qui inclut l'eye tracking, mais juste pour une indication de thérapeutique, pas diagnostique dans le cadre. Merci beaucoup pour ces questions géniales parce que en fait on fait partie d'un essai d'une nouvelle technologie multicentrique qui a été développée par Ami Klein, qui a été mentionné avant, le eye tracking pour évaluer la sensibilité par rapport au traitement et au changement. Et est-ce qu'on peut déterminer la quantité de changement en réponse à une intervention? Moi, je suis assez agnostique, je n'ai pas de réponse. Et en fait, on est en train de regarder en fait les changements dans les eye tracking et puis le changement dans les mesures comportementales. C'est une voie à explorer de façon potentielle, mais en termes de études longitudinales, moi j'aimerais bien que ces enfants qui reçoivent des interventions pendant une année, qu'on puisse les suivre à différents moments dans le temps. C'est très difficile logistiquement, c'est une question de financement aussi, et puis de pouvoir justifier qu'on a besoin de ressources en plus pour un suivi. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à obtenir ce financement, mais c'est important. Ouais, je te connais, je suis Cathy Lord. J'ai une question pour Giacomo, mais peut-être aussi, peut-être pas sur l'endocrine, mais une des choses dont on a parlé, c'est les différences individuelles chez les enfants et ce que l'on a trouvé à partir du eye tracking et d'autres. Et en fait, c'est une question par rapport à la politique. Quand est-ce qu'on obtient cette info? On a parlé hier soir de, accélérer les listes d'attente, mais j'ai l'impression qu'on a ces informations, mais bon, pas aussi bien. Et en fait, pour la DOS, je peux dire, cet enfant imite avec objet, n'imite pas sans objet. Et il regarde l'objet, mais il ne regarde pas mon visage. Et ça construit ce que l'on recommande en termes d'intervention. Mais souvent, lorsque les enfants arrivent dans les interventions, ils ne nous demandent pas ce qu'on doit faire. Et lorsqu'on arrive vers les thérapeutes ou les profs, ils n'ont pas le temps de réfléchir à ça, si, cela. Ils pourraient, mais en fait, ça fait pas forcément partie de ce pourquoi ils ont du temps. Et c'est où l'espace où ça peut se passer? Dans quel univers est-ce que ça se passe? Voilà ma question. Et ouais, je pense qu'on y réfléchit beaucoup parce que je crois qu'il y a un chaînon manquant dans le processus de diagnostic à l'intervention. Et quand on a commencé notre programme, on a donné aux parents des rapports, des PV très longs avec plein d'infos. Et puis, on a appris également que quand les parents reçoivent
des interventions. Si c'est une intervention clinique, en fait, l'orthophoniste, ils refont leur propre évaluation, mais aucune des informations qui étaient là dans notre PV a été réutilisée par l'étape suivante, par ceux qui auraient pu en bénéficier, en fait. Je ne sais pas comment changer ça. Certains de mes collègues, y compris... donc, essaye de dire qu'il faut d'autres parcours pour ceux qui ont ce qu'on peut appeler un autisme franc, où c'est très très clair que la personne a un autisme, et parfois leur argument c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un processus très exhaustif d'évaluation, parce qu'en fait, le diagnostic peut être clair, mais en fait, l'idée, c'est que on peut perdre cette information qui permettrait un profilage qui améliorerait une intervention. Et moi, je serais plus vers apprendre le plus tôt possible par rapport à l'enfant, quel pourrait être notre parcours pour pouvoir... Moi, j'aimerais qu'on puisse informer les objectifs et les stratégies. Et je ne sais pas comment le faire. C'est une très bonne question. Je vais passer en français. C'est une très bonne question parce que c'est vrai, moi personnellement, et dans notre labo, on n'a pas... Je laisse brancher. On n'a pas trop de liens cliniques, c'est-à-dire qu'on voit ces enfants, dans mon cas particulièrement, dans le cadre de la recherche. Ils viennent, on fait l'IRM, on fait l'eye tracking, et on n'a pas vraiment de retour. Par contre, d'une part, ce qu'on fait nous, et qu'on a toujours fait, et que je trouve que c'est inestimable ce que ça vaut, c'est le retour aux parents. Parce que l'eye tracking, aujourd'hui, c'est très connu. Il y a 10 ans, 15 ans bientôt, quand on a commencé à faire ça en France, c'était très méconnu. Et à chaque fois, on montre aux parents l'enregistrement de l'enfant. Et ça donne des réactions qui peuvent être assez émouvantes. C'est-à-dire, le parent, il peut voir, mon enfant, il regarde là. C'est-à-dire, il est là, il n'est pas ailleurs. Voilà ce qui l'intéresse, voilà comment il se comporte. Et ça, c'est un retour que, franchement, pour les familles, c'est ça vaut beaucoup. Après, je trouve que l'application de l'eye tracking, Amiclin fait un énorme travail aux États-Unis avec tous les collaborateurs pour essayer justement de disponibiliser cette méthode que je trouve qui est quand même assez puissante, justement pour que ça puisse ajouter une valeur clinique. Et je ne connaissais pas ce que le docteur Vivanti a présenté aujourd'hui. Je trouve que cette espèce de profilage, ça a une connotation un peu négative, mais en tout cas, cette caractérisation plus fine des profils des enfants qui vont se comporter de telle ou telle façon et qui peuvent bénéficier de tel ou tel type d'intervention, je pense qu'on va tous dans le même sens d'une espèce de, entre guillemets, de médecine personnalisée qui va être au profit des enfants et des familles, sans doute. Christina Nicolaidis, je suis professeure et médecin aux États-Unis. Et cette question est principalement pour le docteur Vivanti, mais les autres également peuvent sans doute participer. Vraiment, c'était génial. Très, très intéressant le travail que vous avez fait. Et moi, j'ai été intriguée par certaines des slides que vous n'avez pas vraiment eu le temps de vraiment voir en profondeur par rapport aux changements que vous avez fait pour rendre votre intervention plus neuroformative. Et je pense qu'il y a une partie qui est pour empêcher des choses sur TikTok. Et j'aimerais apprendre plus sur comment est-ce que ces changements ont affecté pas simplement l'image qui peuvent apparaître sur les influenceurs TikTok, mais sur l'état d'esprit du clinicien, des cliniciens qui font l'intervention et des familles qui reçoivent l'intervention. Je dis ça parce que mon expérience personnelle, c'est que j'ai eu beaucoup d'événements positifs de la vie. Et quand mon fils a été diagnostiqué et qu'à 2 ans et
et demi, on l'a mis dans un groupe d'intervention précoce. Il n'aurait pas été mis dans ce groupe, mais par les hasards de la vie, heureusement, eh bien, il a été pris dedans et puis son profil a... en fait, il a bien répondu, très bien répondu, mais ça ne veut pas dire que tout a été résolu par ça, mais il a répondu à ses marqueurs. Et un autre événement heureux de la vie, c'est que quand il était très jeune, j'ai été très influencée par des adultes qui étaient sur le Autism Right, le mouvement des droits des autistes. Il n'y avait pas de TikTok à ce moment-là, mais cette influence-là, c'était pas par rapport à ce que j'ai choisi de ne pas faire, mais ça a vraiment modifié la manière dont j'ai élevé mon enfant, mais dans les 24 heures par jour, la manière dont je lui parlais, je l'approche et que je réponds à ses demandes et à ses défis particuliers et les manières dont je lui ai donné un paradigme de lui-même, ça a vraiment influencé mon mode de parentalité et la manière dont je pense qu'on peut élever un enfant autiste. Et j'aimerais savoir ce qui a vraiment changé quand vous avez fait ça et qu'est-ce que vous avez remarqué chez vos familles et vos cliniciens. Merci Christine. Désolée d'avoir zappé les dernières slides et j'apprends jamais, c'est dur, hein. Mais c'est un processus. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en premier lieu, je ne sais pas si la manière dont on fait les interventions est plus affirmative pour la neurodiversité, mais ça fait partie du cycle de la recherche. Mais ce qu'on essaye de faire, hein, c'est de questionner la manière dont les procédures ont été conçues par ce biais, par ce prisme, et que ça peut influencer pas simplement les influenceurs, hein, mais quand on parle par exemple du travail de faire ça dans des accueils des crèches ou autres. Il y a des choses qui sont pertinentes pour ce prof, enfin cet institut qui n'est pas dans le livre de l'ESDM, et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on en écrive un autre. Et en fait, premier problème, on travaille à essayer d'opérationnaliser en fait le concept de affirmer la neurodiversité. En fait, c'est pas un badge de écoutez, moi j'ai reçu la lumière parce que ma collègue Deva ou Dina m'a donné une estampille et maintenant je suis bon. Mais en fait, il faut vraiment réfléchir au design, c'est-à-dire rentrer dans l'univers d'un enfant qui fait tourner une toupie et puis partir de cette activité pour que l'enfant puisse être amené à faire ce mouvement de lèvres qui le fasse faire des bruits, vocaliser quelque chose et puis en fait de faire des choses dont on pense vraiment que c'est au mieux de l'intérêt de l'enfant. Et ça, est-ce qu'on est en train d'y repenser et se dire, ça a du sens parce qu'on fait ça et puis c'est ça qu'on regarde. Ce qu'on appelle l'apprentissage social. L'apprentissage social, c'est pas juste de l'obéissance. Et obtenir, en fait, un engagement et obtenir de l'obéissance, ce sont deux choses différentes. Et ce qui est dans mon message, c'est que, et ça peut ne pas marcher pour tous, et ça peut ne pas être vraiment sain pour tous les enfants. C'est dans leur intérêt que je dise ça, et que je ne fasse pas cette intervention pour les enfants qui ont une autre préférence. Et il faut introduire ce concept de préférence. Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est basé sur des activités. Et quand vous faites ça avec un autre enfant, ça pourrait être une torture pour un autre enfant. Donc, il faut vraiment rester humble. Je pense qu'il faut... cette question sur les influenceurs TikTok, c'est pas tellement sur
Est-ce que est-ce que c'est aligné avec les niveaux de preuve? Mais en fait, c'est sur la radicalité de la manière dont ils affirment des choses et que ça pourrait fermer des portes à des choses qui pourraient changer la trajectoire des enfants. Et donc, en fait, ça, c'est aussi en lien avec, par exemple, la question des vaccins et je voudrais pas qu'on voit les influenceurs TikTok comme des méchants, comme les vilains, mais en fait, c'est le cadre dans lequel il faut que le raisonnement se déploie. Alors, moi, je voulais revenir sur la question de l'efficacité des interventions en me disant que c'est l'administration de la preuve de l'efficacité est strictement impossible. On ne peut pas travailler en double aveugle, on ne peut pas avoir des placebos. On est dans une situation qui ressemble à celle de l'instruction. Est-ce qu'on peut prouver que c'est important d'aller à l'école élémentaire, d'aller au lycée, etc. Personne ne cherche même à faire la preuve de ça, parce que derrière, c'est une exigence, on va dire, culturelle, de référence, une interaction particulière avec l'environnement qui fait qu'on se comprend entre nous, etc. Il me semble que se poser ce problème-là, c'est dérivé par rapport à l'importance qu'il peut y avoir pour les familles d'abord, pour les personnes elles-mêmes, qu'on puisse traiter des aspects spécifiques de leurs problèmes, qu'on puisse se traiter la question du bien-être aussi, qui est si importante. Et aussi, nous avons quand même une administration indirecte de la preuve par les effets externes des interventions, non pas internes, parce qu'évidemment, éthiquement parlant, c'est pas très intéressant, mais externes, du genre des enfants qui étaient refusés à l'école, voilà que maintenant ils vont à l'école ordinaire complètement, des éléments comme ça, on en a tous les jours. Alors certains disent c'est un développement spontané. Mais là encore, puisqu'on n'a pas de placebo, puisqu'on ne peut pas faire de comparaison de ce genre, ce sont des questions qui sont des puits sans fond. Donc, pour moi, je crois qu'il faut arrêter de se poser ces questions, être certain que, tout à l'heure, j'étais particulièrement heureuse quand j'ai vu Giacomo par terre. Particulièrement heureuse parce que avec le type de travail que je fais sur l'imitation avec les enfants non-verbaux, évidemment qu'on travaille beaucoup avec le corps dans l'imitation et pas trop dans les apprentissages avec les objets, et on travaille avec une pensée sans langage. Et tout ce que permet la motricité, la cognition motrice, pour leur permettre de progresser. Donc ça, on a des arguments assez forts sur qu'est-ce que c'est que la cognition motrice, en quoi elle est utile, quel type de mentalisation elle permet que, en l'absence du langage, on a besoin de cultiver. Là-dessus, il me semble qu'on a des arguments forts sur le travail qu'on fait, même s'il pourra toujours y avoir des gens qui disent si on les avait laissés progresser tout seuls, ils seraient arrivés au langage, ils seraient arrivés, etc. On ne pourra jamais le démontrer. Donc il me semble que rassurons-nous, ce que nous faisons est très utile et il n'est pas du tout en désaccord avec tout ce qui a été dit ce matin et notamment par le professeur Gressin sur les éléments évidemment de base sur lesquels se situe après tout notre travail, bien sûr. Voilà, moi, il me semble qu'il faut être fier de ce qu'on fait. C'est très utile. Voilà. Si
si je peux juste me permettre de... merci beaucoup Jacqueline, je crois que c'est tout à fait frappé du bon sens. La seule petite chose, je vais faire le petit vilain, comme les moyens sont limités dans la plupart des pays, si on n'apporte pas quelques éléments d'efficacité, les pouvoirs publics risquent de nous retoquer en disant ça coûte très cher, est-ce que ça vaut la peine? Donc c'est pas du tout remettre en question ce que vous dites, hein, c'est frapper du bon sens, je suis 1000 fois d'accord, mais on a en face de nous des gens qui n'ont pas le même genre de raisonnement. Voilà. Oui, et justement, moi j'ai participé à des groupes pour les recommandations où il y a des gens qui suivent de près ces grandes publications où il n'y a pas de sous-groupe. Et ces gens-là parlent aux décideurs et disent mais non, c'est pas la peine, voilà. Donc nous on sait, je suis d'accord avec toi, hein, mais il y a des interlocuteurs qu'il faut convaincre. Oui. Oui, oui. Alors moi j'avais une question de béotienne au docteur Gressens. J'ai été très intéressée par le niveau de détail auquel on va pour montrer les facteurs de risque dans la prématurité, parce que ça fait quelques années qu'on entend dire prématurité, oui c'est un risque pour les TSA, mais on a vu qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs qui, agglutinés avec la prématurité, font que le risque il devient de plus en plus grand. Est-ce que ce type d'information arrive aux cliniciens, aux pédiatres en néonatologie, à tous ces gens qui pourraient essayer d'influer sur les facteurs qui combinés à la prématurité, peuvent aggraver le parcours des enfants? Merci pour la question, parce que c'est vraiment une question centrale. Et là, on retombe un petit peu dans le... je dirais que c'est centre dépendant, votre question. Est-ce que les gens se parlent? En fait, ça dépend beaucoup de la communication qui existe entre les obstétriciens, parce que ça commence évidemment dans le ventre de la maman, avec les néonatologues, et leur lien aussi avec les pédopsychiatres et les neuropédiatres. Donc en fait, c'est toute une chaîne. Et c'est rarement présent, malheureusement, dans les centres hospitaliers, pas parce que les gens ne se parlent pas forcément, mais simplement ils n'ont pas forcément le temps, parfois géographiquement ils sont loin les uns des autres. Mais c'est vraiment un point très important. Il faut vraiment qu'on insuffle une culture que ça commence en prénatal, ça se joue en partie en périnatal et ça continue après. Donc c'est pas à un moment donné, c'est vraiment une trajectoire. Et les médecins, il y en a plusieurs, c'est ça la difficulté, on a plusieurs, des médecins et d'autres intervenants qui sont chacun sur une petite période de la trajectoire. Et donc il faut qu'on arrive à les mettre ensemble pour qu'ils se parlent entre eux et que l'information passe. Par exemple, je disais tout à l'heure à la pause, beaucoup de choses qui se passent au premier trimestre ne sont jamais transmises aux néonatologues. On sait qu'il y a beaucoup de choses, les infections virales, par exemple, au premier trimestre, c'est un facteur de risque. Et ça, souvent, c'est perdu complètement dans le dossier médical. Il y a peut-être une phrase quelque part, mais c'est jamais transmis au néonatologue, il y a encore moins transmis au pédopsychiatre qui verra l'enfant 6 mois plus tard. Donc il y a une perte d'information. Alors peut-être que les dossiers électroniques vont améliorer les choses, mais à condition qu'ils se mettent en place correctement, c'est pas tout à fait le cas, en tout cas à la PHP. Donc voilà, donc peut-être qu'on va y arriver, mais il y a vraiment un besoin que les gens se parlent. Et la naissance n'est pas une séparation entre l'obstétrique et les pédiatres. Et c'est encore le cas souvent, malheureusement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est né, c'est plus notre problème. À moins qu'il soit né, c'est pas mon problème. Voilà. Donc il y a vraiment un vrai besoin d'avoir un parcours pour l'enfant et que les médecins assument le parcours de manière collégiale. Voilà. Une dernière question? J'ai une question pour Giacomo, mais aussi pour Anna. J'aimais beaucoup l'idée de la verbalité et des différences. Vous avez un peu parlé de facteurs modifiables,
mais on sait qu'il y a une variabilité. Anna a également mentionné. Ma question est courte. Quel rôle joue la biologie et les interventions, les outcomes? Est-ce qu'il y a des études qui ont fait le lien avec la génétique et ce qui apporte les IRM? Vous avez parlé de eye tracking, des comportements. Mais la connectivité, par exemple, c'est des choses qui ne sont pas modifiables. Ça serait intéressant de... C'est une excellente question. Il y a de la recherche émergente. Par exemple, mon collègue Mike Lombardo, avec un consortium distinct, a observé des facteurs génétiques qui semblent associés à la réponse aux interventions sur une variété d'interventions. Il est possible que la recherche future puisse en fait cartographier des composants biologiques spécifiques par rapport aux outcomes des interventions. Mais je pense que ce qui est important, c'est de penser à l'interaction entre ces facteurs et toutes ces couches différentes, les individus, les expériences individuelles et les préférences de chacun, les familles, les services, les soutiens, et puis les politiques, et puis la culture générale, les attitudes. Il y a une interaction entre tout ça qui souvent est négligée par la recherche ou alors peu étudiée. Et les réalités que l'on pourrait avoir, les réalités biologiques, les facteurs biologiques qui vous mettent dans une trajectoire très positive d'apprentissage et d'opportunités. Mais si la société ne vous offre pas ces opportunités, si des services ne sont pas accessibles, si la démographie est contraire, eh bien, en fait, ces facteurs biologiques n'aident pas. Et en fait, si on se focalise uniquement sur la biologie, ça peut risquer de manquer, en fait, de ne pas comprendre comment l'expérience est alimentée par tous ces facteurs différents qui vont, en fait, impacter, affecter le résultat. Bien, alors on vous remercie pour votre attention et on va passer à une petite séquence suivante. C'est Anouk qui va vous parler. Cette annonce va vous décevoir, mais pas complètement. C'était juste pour faire un rappel sur cet après-midi. Je vous rappelle que la rencontre avec Cathy Lord, donc 14h30 ici, et les interventions débuteront à 15h30. Et surtout, effectivement, je vais passer la parole à nos hôtes, d'accord, de Port-au-Roc, pour qu'on puisse faire des remerciements généraux pour leur accueil, et je vais les laisser présenter leur équipe. Bonjour à tous. Merci à tous. Alors, je suis Marina, la directrice du domaine, et je vous présente l'équipe. On a le pôle hébergement avec Laetitia, Cathy, Oana, Christine, on a Sandrine, on a Marguerite, Anne-Sophie. Alors, l'équipe n'est pas au complet. Nous avons le pôle cuisine avec Brice, Franck, Francis, le chef David. On a Alain qui est planqué, Tanguy aussi, j'imagine, Simon. On a également le pôle restaurant, donc avec Fanny, Nadia, Kevin, Fatima, Thierry, Daniel. J'en ai oublié. Et donc voilà, le pôle maintenance n'est pas présent. Et donc l'équipe n'est pas au complet. On espère avoir contribué à la réussite de votre congrès. Merci encore. Au revoir. Eh bien, je voudrais moi aussi vous remercier pour la qualité de votre accueil, votre patience. Remercier toutes les équipes, la restauration bien sûr, le service. Tu me perturbes.
Je voudrais aussi remercier l'équipe pour le rangement de la salle après qu'on ait déplacé les chaises, etc. Bon, voilà. Donc un grand merci à tous et même l'équipe qui n'est pas là, la maintenance.